Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Cornerstone. Nous voudrions discuter avec vous en fait de la crise actuelle et surtout des leçons que nous pouvons en tirer pour anticiper l'avenir. Je me présente, donc je m'appelle Geoffroy de Létrange, je m'occupe du marketing produit et de la communication chez Cornerstone pour l'Europe. Vous voyez à l'écran comment me contacter par les réseaux sociaux. Et je travaille chez Cornerstone On Demand. Cornerstone est un éditeur de logiciels de gestion du capital humain et de la formation, présent au niveau mondial. La France est notre second marché dans le monde et nous sommes très très fortement présents avec plusieurs millions d'utilisateurs sur le marché français. Donc aujourd'hui, il nous a semblé important de peut-être prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on a pu observer ces dernières semaines et essayer de commencer à en tirer des leçons qui seraient utiles pour l'avenir, notamment en termes de stratégie et de vision RH. Alors en fait, bien entendu, on a observé et appris énormément de choses. Je voudrais en analyser particulièrement trois. La première, c'est notre sens des priorités. Clairement, le sens des priorités a considérablement changé ces derniers mois, ces dernières semaines, et ce sera encore le cas dans l'avenir proche. On a bien observé que dans une situation de crise, il fallait en premier lieu combler les besoins prioritaires. Donc, quels étaient justement ces besoins prioritaires? On a pu voir que les travailleurs les plus importants, c'était ceux naturellement du secteur de la santé, mais aussi les forces de police, les magasins d'alimentation, l'agriculture, mais aussi tout ce qui était logistique. Donc on comprend bien qu'en situation de crise, tout ce qui est indispensable est prioritaire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on peut exprimer notre reconnaissance pour l'ensemble de ces personnes qui travaillent dans tous les secteurs d'activité que j'ai cités et qui permettent à la société de continuer à vivre et de continuer à avoir accès aux produits et services indispensables dont on a besoin au quotidien. Si on regarde le monde de l'entreprise, on voit que là aussi, il y a une notion de priorité qui a pu évoluer. Et le point essentiel par lequel je voudrais commencer, c'est la notion de transparence. Alors j'ai mis l'exemple de Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui a fait don d'1 milliard de dollars à la lutte contre le Covid, ce qui est tout à fait remarquable. Et c'est pas tellement pour ça que je le mentionne, c'est d'abord parce qu'il a, de façon transparente, parlé à ses salariés et qui s'est engagé notamment à ne pas renvoyer de collaborateurs. En Europe, il y a la notion de chômage partiel qui existe sous des formes assez proches dans pas mal de pays européens, mais ça n'est pas forcément le cas dans tous les pays du monde. Et du coup, il est absolument essentiel que les salariés sachent à quoi s'en tenir, qu'il y ait le plus possible de clarté concernant leur situation. L'autre point, c'est la notion de travail à distance. Beaucoup d'entreprises n'y étaient pas forcément prêtes, y compris d'ailleurs, et ça c'est très étonnant, des entreprises de services dans le domaine informatique, j'en connais, qui pour des raisons assez mystérieuses s'opposaient au travail à domicile et qui là, par la nature des choses, ont été obligés de s'y mettre. Donc là, il a fallu apprendre très très vite à le faire, à mettre le matériel à disposition, à offrir les bons outils à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler et aussi à mettre en place des bonnes pratiques. Alors j'ai mis à l'écran aussi le Conference Call Bingo qui est assez drôle puisque ce sont toutes les situations amusantes dans lesquelles on peut se retrouver dans une conférence téléphonique. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est le risque d'intrusion. C'est-à-dire que non seulement des réunions sont remplacées par des conférences téléphoniques, mais en plus on en rajoute parfois plus que de raison pour être en contact et pour s'assurer que tout le monde bosse. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme digitale cette fois-ci de micromanagement qui empêche les collaborateurs d'avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle qui se fait à domicile et leur vie privée. On est clairement ici dans une situation où la priorité pour l'entreprise est de prendre en compte les situations individuelles des salariés. Bien évidemment, un salarié qui est parent, qui doit faire l'école à la maison,
qui a des jeunes enfants qui ont besoin d'une attention permanente euh, ne sera pas dans la même situation qu'un salarié qui a des enfants ados ou adultes, qui habite à la campagne et qui a des conditions de travail différentes. Donc il faut ici vraiment considérablement personnaliser l'approche. Alors, chez Cornerstone, on a essayé aussi d'aider dans ces situations. Le premier point, la première chose qu'on a faite et qui est vraiment accessible à tous gratuitement, c'est qu'on a lancé le portail Cornerstone Cares. Il vous suffit d'aller sur notre site internet csod.fr pour avoir le lien. En fait, Cornerstone Cares est un portail qui vous donne accès à des ressources, des contenus de formation gratuitement en français ainsi que d'autres langues sur les thèmes de, premièrement, l'hygiène en lien avec le Covid-19, deuxièmement, la gestion du stress et troisièmement, le travail à distance. Sur ce troisième point, nos clients nous ont demandé d'aller plus loin. C'est ce que vous voyez à droite. On a aussi lancé une bibliothèque de contenu sur le thème du travail à distance. Ça, c'est vraiment important parce que, notamment pour ces entreprises qui n'y étaient pas habituées, il faut comprendre comment garder un haut niveau de productivité quand on travaille à distance, comment les compétences de management doivent s'adapter, comment on peut améliorer la gestion du stress, qui n'est pas du tout la même, etc., etc. Donc c'est notre façon à nous, Cornerstone, d'aider aussi bien le grand public avec Cornerstone Cares que nos clients. Alors on a parlé de cette évolution des priorités, qui était le premier point que je voulais aborder. Le second, c'est la notion des relations. En effet, on ne peut plus voir les gens de la même façon, on ne peut plus les côtoyer de la même façon, puisqu'on doit avoir cette distance, mais on a observé beaucoup comment dire, d'élan de solidarité, de collaboration qui sont tout à fait remarquables et dont on peut s'inspirer. En effet, on a vu, par exemple, des phénomènes comme le fait d'applaudir les travailleurs de la santé tous les jours à 8 heures. On a vu beaucoup de personnes qui se portaient volontaires de façon structurée ou non structurée pour aider les personnes âgées, faire des courses, passer des coups de fil à des personnes isolées, etc. Mais on a aussi vu dans le domaine des entreprises que la notion de relation directe avec les clients devenait essentielle. Alors on pense logiquement à une plateforme comme Amazon qui avait déjà la structure en place pour faire les livraisons, mais on a aussi observé de plus en plus de petits commerces qui s'adaptaient à la situation en proposant eux aussi d'aller livrer leurs produits à leurs clients, établissant ainsi un nouveau type de relation avec ces clients, un nouveau type de contact finalement, qui aura sûrement un impact sur la durée. Alors, dans le monde de l'entreprise, à quoi ça peut ressembler? Là aussi, il faut faire évoluer les communications. Il faut absolument garder ce contact humain qui doit se faire par d'autres biais. Donc, si vous avez des conférences téléphoniques, allumez la vidéo. C'est quand même beaucoup plus sympathique de voir les collègues, si on peut, pour prendre des nouvelles, pour discuter, et d'utiliser des outils que vous pouvez avoir dans votre entreprise, comme des réseaux sociaux d'entreprise de type Workplace, par exemple, et aussi de ne pas parler que de boulot. On va évidemment prendre beaucoup plus souvent des nouvelles, on va parler de nos familles, on va échanger même sur, je prends l'exemple des animaux domestiques, vous voyez la photo à l'écran de deux chiens d'un de mes collègues, et on va aussi chercher à se manifester de façon plus humaine, sans qu'il y ait besoin que ça prenne un temps fou. Parfois, il suffit d'un petit message par écrit, un SMS ou sur une messagerie comme WhatsApp pour demander à quelqu'un comment il va. Il n'y a pas besoin forcément d'en faire plus, mais au moins de se manifester, de montrer cet aspect humain. Donc, ce mot-là, remettre le mot humain dans la gestion du capital humain, dans les ressources humaines. Alors, là aussi, la technologie peut aider. Chez Cornerstone, on a un certain nombre d'outils pour soutenir ce type d'approche.
La première, c'est notre outil Engage qui permet de lancer des sondages très rapides pour demander aux gens comment ils vont, s'ils sont bien équipés, si tout se passe comme il faut, etc. Mais aussi peut-être d'aider à structurer des conversations, notamment quand on n'a pas l'habitude du travail à distance, par exemple avec notre outil Check-in, pour aider un manager et un collaborateur à avoir ces points plus ou moins réguliers, faire le lien avec les objectifs, faire le lien avec les tâches du collaborateur. Enfin, il est important de pouvoir s'intégrer dans les autres outils. Je prends l'exemple de Slack ou de Workplace, mais ça peut être la même chose dans Salesforce. Si vous avez une conversation dans Slack, eh bien, vous pouvez faire référence à des contenus de formation pour aider un collaborateur sur un point précis, euh, pour l'aider à avancer, à travailler. Donc, n'hésitez pas évidemment à faire appel à la technologie qui peut considérablement rendre service. Alors, j'ai parlé de l'ordre de priorité, j'ai parlé de ce nouveau mode de collaboration, mais il y a un troisième point qui est absolument stratégique et qui est une vraie source d'inspiration. Ce sont toutes les innovations qu'on a pu observer ces derniers temps et qui nous donnent beaucoup d'idées pour la suite. Alors, il suffit de regarder autour de nous. On a vu des entreprises établies, vous voyez LVMH qui a littéralement changé de production. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des parfums, ils ont fabriqué du gel hydroalcoolique. On a vu la même chose d'ailleurs en Écosse chez des producteurs de whisky. Pernod Ricard aussi a fait la même chose, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est tout à fait intéressant, c'est la vitesse d'adaptation à une situation de crise de la part d'entreprises qui veulent aider la société. L'autre type d'innovation qui a été vraiment remarquable, c'est l'imprimante 3D, qui a probablement ici acquis ses marques de noblesse grand public, par exemple en permettant de créer des valves respiratoires, comme vous voyez à l'écran, mais aussi d'autres types de produits pour les hôpitaux avec une grande vitesse pour répondre aux urgences. Et puis le troisième point, qui me semble là aussi tout à fait intéressant, c'est quand un produit existant change complètement d'usage, comme vous le voyez avec le masque Decathlon dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'innovation frugale, qui s'inspire d'un terme indien, Jugaad Innovation. Jugaad, ça s'écrit J-U-G-2-A-D. Je vous engage à aller regarder sur Wikipédia, c'est tout à fait fascinant. Comment je peux innover de façon pragmatique avec les moyens du bord, finalement. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on doit s'inspirer, qu'on doit garder en mémoire. Il n'y a pas forcément besoin d'énormes dépenses de R&D pour avoir des idées, pour innover, pour pouvoir s'adapter à une situation très très spécifique. Alors, au niveau des entreprises, plutôt dans le quotidien du travail, on a observé deux phénomènes qui correspondent un peu à ça. Le premier, c'est au niveau des salariés eux-mêmes, qui, face à la situation, ont pu accepter de changer complètement leur travail. Des salariés au chômage partiel qui vont accepter d'aller travailler, par exemple, dans l'agriculture, comme vous le voyez à l'écran, avec cet exemple dans les Échos. J'ai pu lire un autre article qui donnait un exemple d'une personne, elle aussi en chômage partiel, qui allait travailler dans la logistique, dans des entreprises de livraison. Donc ça, c'est une forme aussi d'adaptabilité au niveau individuel qui doit pouvoir être autorisée, permise au sein des entreprises et qui peut servir de leçon pour la suite. L'autre point, c'est utiliser ce qu'on a pour en tirer de la connaissance. C'est vraiment cette gestion des données. Alors, le cas le plus extrême, c'est Alibaba en Chine, qui a donné une énorme masse d'informations aux autorités chinoises pour analyser la façon dont l'épidémie se comportait et dont les personnes, notamment malades, se déplaçaient. En Europe, on a évidemment une vision de la protection des données qui n'est pas tout à fait la même, mais on observe quand même que Orange, par exemple, a pu donner des informations anonymisées au gouvernement pour observer les déplacements de population aux différents moments de l'épidémie. Et plus récemment,
Apple et Google qui, à eux deux, euh, ont l'intégralité des systèmes d'exploitation des smartphones quasiment s'associent pour créer des analyses anonymisées de données et mettre à disposition en fait des applications permettant sur base déclarative de savoir si on est proche d'une personne potentiellement malade ou pas. Donc tout ça est intéressant, il y a beaucoup de débats, il y a des sujets éthiques nombreux sur ces points-là, mais on ne peut pas ignorer les informations essentielles que ça peut apporter en termes de santé publique. Là aussi, il y a une réflexion à avoir en tant qu'entreprise sur les choses, les informations qu'on peut avoir, dont on peut disposer, que peut-être on n'utilise pas ou pas assez dans des situations de crise. Alors, quelles leçons en tirer sur la façon dont on peut avancer dans l'entreprise? Euh, et c'est un peu sur ce point-là que nous souhaitons aider, et c'est vraiment euh, du point de vue de l'individu. Donc, comment je peux développer une culture d'innovation dans mon entreprise? Il faut permettre l'émergence de nouvelles idées, et pour ce faire, il faut vraiment avoir cette culture de curiosité, de formation permanente finalement, qui permettra de développer de nouvelles idées et anticiper des changements à venir. Le principe, en fait, consiste à anticiper les futurs besoins en compétences en évitant une prochaine disruption, puisqu'on aura pu s'y préparer. L'idée, c'est de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs, en fait, soient en permanence en train d'apprendre, en train de développer des nouvelles idées pour pouvoir contribuer et anticiper les changements. Si je veux résumer un petit peu tout ça avec finalement quelques pistes très très claires pour vous donner un petit peu des idées, des pistes de réflexion pour la suite. Je dirais qu'il faut commencer par un changement d'état d'esprit. On ne peut pas savoir quelles seront les prochaines crises. En revanche, on sait qu'il y en aura. Si c'est bien une chose qu'on peut retenir des 10-15 dernières années, c'est qu'il y aura toujours des situations de crise. On a en ce moment le Covid, mais avant on a eu les attaques terroristes, on a eu la crise financière, on a eu les bouleversements technologiques, etc. Il y aura d'autres types de crises dans les 5, 10, 15 prochaines années, donc il faut en tenir compte. Cet état d'esprit est absolument essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre de repenser finalement vos marchés, vos clients, votre circuit de production et finalement de pousser vos collaborateurs eux aussi à penser différemment. Le deuxième point, c'est cette notion de changement au niveau de votre secteur d'activité. Vos concurrents s'y préparent. Vous avez des concurrents établis, mais vous avez aussi sans doute des jeunes pousses, des startups qui sont là, qui vont arriver avec des nouvelles idées, qui seront plus rapides que vous, plus agiles que vous sur certains sujets. Il vous faut évidemment prévenir cela et anticiper ce changement. Et comment on peut le savoir? C'est-à-dire comment vous pouvez identifier les signaux faibles qui vous permettent de savoir ce qui pourrait arriver, comment s'y préparer. Là, ce qui est important de constater, et je reviens au premier point quand je parlais des personnes essentielles, c'est que dans votre entreprise, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui sont en contact avec les clients ou qui sont directement dans vos usines, sur vos sites de production, qui connaissent très bien vos clients, vos produits, parce qu'ils les voient en permanence. Dans la distribution, ça peut être les personnes qui sont en caisse. Dans la logistique, les personnes qui livrent, etc. Je peux multiplier les exemples. Eh bien, est-ce que vous allez parler à ces collaborateurs-là? Est-ce qu'ils peuvent vous dire, tiens, j'ai remarqué un changement d'approche, des questions différentes de la part des clients, ou tiens, tel fournisseur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, etc. Il faut en fait que chacun puisse contribuer à cette réflexion. Ceci est d'autant plus important, pour prendre mon troisième point, qu'on a un peu l'impression de devoir faire un marathon sur des sables mouvants. Il faut avoir cette approche flexible et être prêt à apprendre en permanence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas limiter vos efforts
en termes de gestion des talents, en termes de formation, en termes de mobilité, à une sous-catégorie de personnes. Vous ne pouvez pas vous limiter uniquement au potentiel. Posez-vous la question, j'insiste là-dessus. Qui sont vos collaborateurs qui sont sur la ligne de front, qui sont sur le terrain, qui sont chez vos clients? Comment vous pouvez les encourager, non seulement à apprendre, mais à partager ce qu'ils savent? Est-ce qu'il est facile pour un de vos collaborateurs de créer du contenu à partager? Ou est-ce qu'il faut envoyer un mail de façon assez intimidante à tout un tas de monde? Ou est-ce que je peux tout simplement me filmer et dire, bah tiens, j'ai mis quelques idées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre opinion. C'est un peu ce genre de choses que vous devez permettre pour faire face à ces situations incertaines. Le quatrième point peut paraître contre-intuitif. Il faut planifier. Oui, mais comment je peux planifier l'incertain? En fait, il faut planifier ce que vous pouvez anticiper en étant assez souple pour l'adapter à d'autres circonstances. Là, je peux prendre un exemple très très concret qu'on a observé pendant la crise, c'est le déplacement de patients. On a vu qu'il y avait des opérations logistiques particulièrement complexes visant à déplacer des patients du Grand Est ou de la région parisienne vers d'autres régions moins touchées. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toute cette stratégie-là n'a pas été improvisée. Elle avait été prévue déjà il y a plusieurs mois, non pas du tout dans des situations de pandémie, puisqu'on n'avait pas du tout ça en tête, mais on avait pensé à des attaques terroristes, puisque la France avait connu ça malheureusement. Et donc, vous avez tout un plan qui avait été mis en place pour faire face à un type de situation, et ce plan a été très utile pour faire face à un autre type de situation. Donc c'est un peu le même genre d'approche que vous pouvez avoir dans vos propres entreprises. Vous anticipez certains changements, certains bouleversements, et vous anticipez des plans d'attaque pour y répondre. Ces plans d'attaque pourront être utiles dans d'autres cas de figure. Enfin, le dernier point, un peu en conclusion, c'est cette notion de changement permanent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous faille changer tous les 2 jours vos produits, vos process, etc. Hein, ça n'a pas de sens. Mais plutôt de vous poser des questions régulièrement sous la forme et si telle ou telle chose arrivait, si mon client faisait faillite, si mon fournisseur faisait faillite, si j'avais tel ou tel problème, s'il y avait quelque chose d'impensable qui arrivait, ben, je vais y penser quand même. Et je vais essayer de me dire ben, qu'est-ce que je ferais dans ce cas. Ce type de réflexion va vous permettre en fait de faire venir des nouvelles idées. Vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, pendant une demi-journée, je me mets dans la peau d'un concurrent qui essaye de me battre. Qu'est-ce que je ferais si j'étais mon concurrent? Pour permettre ce genre de choses, il faut là encore impliquer vos collaborateurs. Il faut qu'ils aient cet état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, de culture de la curiosité pour innover et pour lancer des nouvelles idées. Voilà, donc c'était ces quelques points que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.